Bonjour à tous, bienvenue ce matin sur cette plénière d'introduction. Il est vrai qu'aujourd'hui, les marketplaces ont complètement bouleversé le paysage digital, le paysage numérique. Aujourd'hui, il y a une marketplace pour tout, santé, éducation, alimentaire, high-tech. Elles ont complètement révolutionné notre façon de consommer en ligne, car tout est dorénavant à portée de main, comparable, remboursable, avec une multitude de vendeurs référencés. Que ce soit Facebook, Amazon, la Fnac, toutes sont des marketplaces. On a des Facebook ou des Le Bon Coin, qui sont des marketplaces consumer to consumer, où les gens s'échangent, vendent des produits entre eux. On a des marketplaces qui sont plutôt B2C, où là, c'est des relations vendeurs particuliers, moyennant une commission sur les ventes pour la marketplace. Et on a aussi, de plus en plus, des marketplaces B2B, qui mettent en relation des professionnels entre eux. Alors quand on parle marketplace en France, c'est vrai que tout de suite on pense à Amazon avec les 32 millions de visiteurs uniques par mois, ce qui est énorme. C'est un habitant français sur deux. Si on enlève les enfants, les très très vieux, ben, c'est quasiment tout le monde en fait. Euh, mais les Français se débrouillent très très bien aussi. On a évidemment sur le podium Cdiscount et la Fnac qui sont des acteurs très forts et l'acteur chinois qui pénètre le top 10, qui est Wish. Donc aujourd'hui, on va vraiment discuter marketplace, on va vraiment s'intéresser à comment on peut performer aussi sur une marketplace, qu'est-ce qui peut faire la différence. Et pour cela, on va accueillir Lorraine Valsassina, directrice de Mano Mano Pro, la marketplace spécialisée dans les produits de bricolage, rénovation et jardinage. Bonjour Lorraine. Bonjour Sébastien. Ensuite, nous recevons Jamela Enfif, responsable de partenariat marketplace de Cdiscount. Donc, comme je le disais, Cdiscount est la plus grosse marketplace française qui a été lancée en 98 autour de l'univers des CD, Cdiscount. C'était pas si évident. Aujourd'hui, c'est une marketplace généraliste qui référence près de 100 millions de produits. Ça en donne clairement le tournis. Bonjour Jamela. Bonjour. Et enfin, nous recevons Gaëtan Guimer, qui est directeur général de Clos, la marketplace française de mode éthique, dont on entend vraiment de plus en plus parler. Bonjour Gaëtan. Bonjour, bonjour Sébastien. Alors pour commencer et pour donner une vision macro de vos trois business, j'aimerais que chacun vous puissiez résumer votre marque avec trois chiffres clés. Allez, on commence par Lorraine. Eh ben, trois chiffres clés. Sébastien, tu as parlé des visiteurs uniques d'Amazon et des marketplaces généralistes. Donc, nous, on est une marketplace spécialiste, aujourd'hui leader à l'échelle de l'Europe. Donc, sur 5 pays, on a 50 millions de visiteurs uniques par mois qui viennent vraiment chercher notre expertise sur le bricolage et sur la maison. Pour Mano Mano Pro, ce que je pourrais citer, c'est que 2 ans après notre ouverture, on a un pro sur 5 en France qui a un compte chez nous. Voilà, un deuxième chiffre et un troisième chiffre pour se faire plaisir. Mano Mano, l'année dernière, c'est 1,2 milliard de business volume, voilà, pour une marketplace spécialiste qui a à peu près 8 ans d'existence. Pas mal. À toi Jamela. Alors pour ce qui est de Cdiscount, donc comme tu l'as dit, on a plus de 22 ans maintenant de recul avec une marketplace qui date de 2011. Cdiscount maintenant c'est plus de 13 000 vendeurs qui sont sur la marketplace. L'année dernière, 4 milliards de chiffre d'affaires. Et ce qu'on peut retenir aussi comme chiffre, c'est qu'aujourd'hui la marketplace a un poids de 45% sur le volume d'affaires chez Cdiscount, puisque c'est à la base un pure player. Et on a une ambition de 50% d'ici peu de temps. Et pour toi Gaëtan? Eh ben, pour nous, c'est des chiffres qui sont beaucoup plus petits puisqu'on est une très jeune société autofinancée. Donc, Clos, aujourd'hui, c'est en 2020, c'était 300 000 visiteurs uniques et un chiffre d'affaires aux alentours voilà, je ne vais pas dire exactement le chiffre, mais 250 000 euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, une cinquantaine de marques référencées, sachant que notre modèle, voilà, il est à la fois sur du marketplace, mais aussi sur du retail, donc on a aussi du stock. On est un petit peu entre les deux, on travaille beaucoup notre marque. Et donc c'est une cinquantaine de marques, mais c'est surtout
plus d'une centaine de marques qu'on refuse d'intégrer puisqu'on est moins dans le business d'essayer d'avoir un maximum de marques, mais plutôt d'avoir une très grande qualité en termes de marques. Voilà. Et justement, vous avez tous les trois des modèles très différents. C'est Discount, c'est une marketplace complètement ouverte où tout à chacun peut venir vendre ses produits. Mano Mano, qui est une marketplace plus fermée, où les vendeurs doivent finalement proposer leurs produits pour espérer être vendus sur le site. Et puis il y a Clo, qui est une marketplace encore plus fermée, avec cette envie de contrôler au maximum le nombre de marques et d'avoir une offre lisible. Comment au départ on choisit son modèle et qu'est-ce que cela veut dire de l'entreprise? Gaëtan, peut-être faisons du plus fermé au plus ouvert. Alors, nous, au départ, on choisit notre modèle plutôt sur nos valeurs et sur ce qui est proposé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, donc quand on a commencé, il y avait très peu de marques éco-responsables. En tout cas, elles étaient très difficilement identifiables. Donc, il faut creuser, creuser, creuser pour les trouver. Et on veut proposer aussi à nos clients la meilleure expérience possible. Et donc, en fait, on audite nos marques et on essaye de voir si elles répondent exactement à nos critères. On a 3 grands critères qui sont à la fois le style qu'on va mettre puisqu'on vend la mode. Donc, nous, à la base, on voulait vendre des vêtements bien faits, mais pour bien s'habiller aussi. Et donc, on va regarder si les matières sont éco-responsables, si la production est éco-responsable, et on va creuser dans ce sens-là. Ce qui, en effet, ferme la porte et nous permet aussi de contrôler en fait les marques qu'on a sur notre site et qui permettent aussi de répondre à la demande de vraiment d'éco-responsabilité dans la mode. Mais justement, alors, pour continuer là-dessus, aujourd'hui, tu dis, il y a peu de marques responsables dans la mode en France et sûrement en Europe. Ça va amener à se développer de plus en plus. Est-ce que le modèle de Clos, du coup, va devenir malgré tout une sorte de select store ou est-ce que ça va ouvrir, ouvrir, ouvrir au fur et à mesure de la création de toutes ces jeunes marques qui devraient arriver dans les mois et années à venir? Alors, nos critères vont pas s'ouvrir, mais en effet, les marques répondent de plus en plus à nos critères aussi. On les aide aussi à se développer sur nos critères qui sont, je pense, les bons pour la mode. Donc, on a de plus en plus de marques aussi. Et donc, pour répondre à ta question de base, qui était vraiment comment est-ce qu'on choisit son business model, à la base, nous, on a acheté du stock et ensuite, on a vu la demande augmenter. Et donc, c'est là où on a dû en fait développer vraiment notre marketplace pour pouvoir intégrer beaucoup plus de marques beaucoup plus facilement sans vraiment avoir ce poids d'achat du stock qui est vraiment de la trésor, où on dépense de la trésor en amont pour pouvoir vendre son produit après. Le marketplace permet aussi de vendre plus de produits à moindre frais, mais aussi avec une moindre marge. Hmm. Pour vous, Lorraine, chez Mano Mano, comment ça se passe? Alors, c'est une marketplace fermée, jusqu'où? Et parce qu'il y a quand même 5 millions de produits, quelque chose comme ça. Donc, comment on peut appeler une marketplace fermée avec autant de produits? Alors, c'est fermé parce qu'on est spécialiste sur notre univers et qu'on choisit les marchands avec qui on travaille. Donc aujourd'hui, à peu près 3600 marchands. Pourquoi? Parce qu'on doit rester dans cette logique de produits pour la maison et aussi parce que quand vous faites des travaux pour votre maison, quand vous prenez soin de votre foyer, vous avez besoin, de produits de qualité et nous, c'est notre mission de vous proposer, du choix, mais toujours dans la qualité avec des partenaires fiables et des produits fiables. Sur Mano Mano Pro, on va encore plus loin, parce que les pros du bâtiment ont une exigence qui est encore plus élevée. Ils ont besoin de produits très vite, ils ont besoin de produits à des prix très compétitifs, ils ont besoin de marques professionnelles. Et donc, on travaille avec des marchands qui sont capables de monter la qualité et l'exigence encore plus, à qui on donne un label qu'on appelle le label pro. Ils sont très facilement identifiables sur notre plateforme pro pour les clients qui sont logués, donc c'est encore plus fermé. Leurs produits sont mis en avant parce qu'ils répondent à ces critères de qualité encore plus élevés. Donc c'est vraiment nos partenaires pour répondre aux exigences des professionnels. Hmm. Et pour vous, Jamela, alors là, c'est très, très, très ouvert, enfin beaucoup plus. Comment on maîtrise justement son offre quand on est aussi généraliste? Alors, j'aime pas trop le terme ouvert ou fermé. Certes, on est une marketplace et un site multispécialiste. Multispécialiste, c'est-à-dire qu'on propose à nos clients toute catégorie de produits. Le but, c'est qu'en fait, ils trouvent
tous ceux qui souhaitent sur Cdiscount qu'ils n'aient pas à aller sur un autre site. Et en termes d'expérience client, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, on accepte des vendeurs qui sont des professionnels, hein, que ce soit des sociétés. Là où j'aime pas trop le terme ouvert, c'est parce qu'on a quand même des taux de qualité qu'on vérifie auprès des vendeurs. On s'assure que ces vendeurs envoient les commandes à temps, dans les délais qu'ils ont mis dès le début, qu'il n'y ait pas trop de réclamations. Et après, si besoin, on accompagne les vendeurs aussi pour améliorer ces taux. Le tout, c'est que pour nos clients, ils puissent trouver sur le site les produits qu'ils souhaitent au prix du marché, en tout cas, et qu'on ait une large gamme et que nos vendeurs puissent répondre à toutes ces demandes. Pourquoi c'est important d'avoir de plus en plus de produits? C'est parce que les demandes changent. On l'a vu notamment l'année dernière avec l'arrivée du premier confinement en France, hein, en mars. On a des catégories qui ont explosé. Qui marchaient un peu moins auparavant sur notre site, mais des catégories comme le bricolage, comme tout ce qui va être sport aussi, ça a été nouveau sur le site, tout ce qui est attrait à la puériculture, les couches, et puis tous les produits de grande consommation. Tout ça, ça a été un besoin de nos clients et des Français en général depuis l'année dernière, donc il a fallu répondre à ces besoins. Sourcer des vendeurs qui ont les bons produits, les bons tarifs, etc. Et du coup, comment on est différent pour le consommateur cette fois-ci quand on est aussi généraliste? À quel moment il se dit, tiens, je vais aller sur Cdiscount et pas ailleurs, sachant qu'ils ont presque tout, mais du coup, ça peut envoyer aussi l'image de ils ont tellement tout que je peux m'y retrouver un petit peu perdu. Alors, il y a une partie donc, de produits qu'on achète en direct. Hein, Cdiscount a à peu près 150 000 produits. Tout le reste, ça va être des vendeurs marketplace. Et c'est vrai que sur les produits qu'on a en propre, on fait en sorte d'avoir les produits les plus demandés à des tarifs intéressants parce que ce que cherche le client sur certains produits, c'est le prix, surtout lorsqu'on compare sur Internet. Donc les gens vont chercher surtout le prix, le choix et la livraison aussi. On a un gros atout, c'est qu'on sait livrer rapidement les produits, que ce soit les produits de moins de 30 kg, mais surtout les produits de plus de 30 kg qui posent souci souvent sur Internet. Donc pour vous faire livrer un lit, pour vous faire livrer un canapé via Cdiscount, vous pouvez vous faire livrer chez vous, installé ou juste à votre porte, ou dans un point retrait, à un coût qui est moins important que ailleurs en fait, ou même lorsque vous faites livrer chez un commerçant. Donc ça, c'est une notion importante de se faire livrer rapidement et à un coût qui est avantageux par rapport au prix du produit. Mais justement, de par le modèle de comparaison facile, on assiste un peu à une guerre des prix sur les marketplaces. Souvent au bénéfice du client à la fin, ça peut rapporter un petit peu de pouvoir d'achat, mais souvent au détriment de la marge du vendeur. N'est-ce pas un modèle, la marketplace, qui peut à un moment tuer les marques sur le long terme? Lorraine? Vu le nombre de marques qui nous contactent, en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elles s'y retrouvent. Moi, je le vois plutôt comme un moyen de développer en tout cas pour Mano Mano Pro, hein, pour elles, un marché incrémental qu'elles ont du mal à toucher en physique. Nous, notre cible cœur, c'est vraiment le petit pro du bâtiment. Donc, pour ceux qui ne sont pas experts, il y a à peu près 550 000 entreprises du bâtiment. 90%, c'est des entreprises de moins de 5 salariés qui ont des petits volumes d'achat et qui sont pas traités comme des VIP, si je peux utiliser cette formule, par les négoces qui vont se concentrer sur les plus gros clients avec des plus gros volumes d'achat. Et donc, les marques qui passent par les négoces ont cette difficulté à aller toucher cette cible client qui représente quand même environ 500 000 entreprises. Donc, c'est pas négligeable. Et par Mano Mano Pro, elles ont un canal pour aller chercher cette cible de manière plus rentable que ce qui peut se passer en négoce, parce qu'en négoce, vous avez autant de magasins, autant de vendeurs, autant de services, donc autant de frais pour aller servir vos clients. Nous, on mutualise le niveau de service avec des conseillers qui sont chez nous et qui sont experts.
avec, des programmes de fidélité communs pour tout le monde, avec un merchandising commun pour tout le monde et donc c'est l'opportunité pour elles d'aller chercher une nouvelle cible client et un marché additionnel. Et justement, alors là, pour le coup, sur ces discounts, il y a énormément de produits. La marque disparaît un petit peu derrière le produit, alors qu'on le sait au quotidien, la marque peut vraiment faire la différence, peut rassurer, peut donner envie, peut raconter une histoire. Comment on peut respecter la marque, comment on peut respecter voilà, ce que la marque dégage quand finalement on voit une comparaison qui, à la fin, se fait souvent sur le prix. Mmh. Alors, ce qui est important, hein, lorsqu'on est multispécialiste comme Cdiscount, c'est d'avoir des univers bien dédiés avec une vraie histoire à raconter et des marques derrière, des vendeurs qui mettent en avant le produit parce que l'histoire qu'on va raconter sur la mode va être différente de l'histoire sur la maison, sur l'high-tech ou sur l'alimentaire. Donc, on a de plus en plus des catégories qui ont une vraie personnalité. Depuis l'année dernière, notamment, on a accentué pas mal sur ces discours de maison avec un vrai univers, toutes des tendances qu'on met en avant sur notre site, avec une communication aussi sur les réseaux sociaux, via des salons, etc. Pour faire venir en fait les marques de maison, hein, pour cet exemple-là, et pour leur montrer qu'ils ont vraiment leur place puisqu'ils peuvent raconter eux-mêmes l'histoire. C'est-à-dire qu'ils sont visibles sur notre site parmi 100 000 millions de produits. Mais par contre, sur ce site, ils peuvent personnaliser leur boutique, ils peuvent mettre en avant leurs produits comme ils le souhaitent. Hmm. Vous, c'est pareil, Gaëtan, là, pour le coup, vous mettez vraiment très en avant des marques. Votre objectif, c'est que ces marques puissent vraiment se développer, exister par elles-mêmes. Comment vous faites cet arbitrage entre finalement faire en sorte d'attirer les gens sur votre site et de ne pas trop attirer les gens sur le site de la marque? Alors, bah, c'est l'histoire, en effet, c'est l'histoire qu'on raconte sur Clos. Les gens qui viennent sur une marketplace ou qui viennent sur Clos, ils sont à la recherche pas de un produit en particulier, mais plutôt de plusieurs produits d'un univers. Et donc, en fait, ils vont pouvoir avoir aussi la possibilité de pouvoir acheter le t-shirt d'une marque avec le pantalon d'une autre marque. Voilà, c'est aussi comment est-ce qu'on justement combine en fait les marques entre elles pour pouvoir proposer une offre assez unique. Et donc c'est comme ça en fait qu'on va pas, on n'empêche pas les gens d'aller sur d'autres marques. Bien sûr, d'un point de vue, on va dire technique et UX et on va dire chemin du consommateur, il n'y a jamais de lien qui va à l'extérieur de notre site et qui va à l'extérieur, qui va chez les marques. Par contre, on raconte aussi l'histoire des marques parce que c'est important que les clients en fait sachent bah, ce qu'ils achètent, où sont produits les produits de telle marque, avec quelle matière. Et mais vraiment, c'est comment est-ce qu'on met en avant en fait différemment les marques et on les combine entre elles et qu'on raconte une histoire autour de voilà d'une matière qui est utilisée chez plusieurs marques, d'un pays de production. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est comme ça qu'on fait chez Clos. Et comment on s'assure quand on met autant une marque en avant sur sa marketplace, comment on s'assure que derrière les clients n'aillent pas directement acheter chez la marque? Comment vous finalement vous pouvez ne pas être ce canal juste d'acquisition du premier achat du client et finalement fidéliser le client dans le temps sans qu'il aille acheter sur le site de la marque? Alors, bah, ça, je dirais que c'est l'expérience client qu'on va essayer d'offrir chez Clos, c'est-à-dire que ben, la rapidité de livraison, le service client si jamais il y a un problème ou même le suivi, l'unpacking, voilà, toutes les choses qui font que en fait, quand le client il a été satisfait, on est à son écoute s'il y a un souci euh, et qu'on résout tous ces problèmes, il est plus apte à revenir et donc en fait il va pas forcément aller voir chez la marque, mais aussi il va aller voir directement chez nous. Et justement, alors, Lorraine, tout à l'heure, tu disais que pour toi, les marketplaces n'étaient pas finalement un problème pour la marque sur le long terme parce que ils venaient tellement tous chez vous que c'était un signe qui était important. Mais est-ce qu'on peut imaginer que demain, les sites de vente directe de la marque puissent disparaître? Parce que finalement, pourquoi j'irais acheter sur le site de la petite marque si sur Mano Mano j'ai tout?
Alors, je connais pas bien le textile, c'est peut-être différent, mais nous, on a quand même peu de marques dans notre secteur qui vendent en direct. Mmh. C'est un métier différent de produire des beaux produits de qualité et puis, de les vendre. Donc c'est pour ça, moi, j'oppose pas, marque et marketplace et encore moins marque et mano mano si je parle pour notre entreprise. Nous, on est vraiment au service de la marque. Donc, tu disais, on a 50 millions de visiteurs uniques, bah, qui sont au service de la notoriété de la marque. On a une navigation qui est au service, de la recherche du produit de la marque. On a des entrepôts qui permettent aux marques qui n'ont pas la compétence, parce que c'est un métier de livrer à domicile, de stocker dans ces entrepôts et on assure la livraison pour elles. Et puis on a tout, l'after sales qui va permettre, voilà, de prendre en charge cette partie pour la marque. Et puis chez Mano Pro, on rajoute une couche de service puisqu'on a en plus des experts, qui répondent, vraiment sur les questions spécifiques des pros du bâtiment. Donc tu vois, je pense qu'on est plutôt au service, on s'est plutôt construit, voilà, pour mettre en avant les marques. De toute façon, une marketplace, on peut pas opposer, voilà, les intérêts de la marketplace et du marchand. C'est un équilibre, en fait, c'est vraiment un écosystème. Et puis récemment, on a développé la possibilité pour les marques de faire, voilà, de la publicité. On crée des boutiques de marques pour mettre en avant, que nous, on est un secteur où vraiment la marque, c'est très, très fort. Donc on a tout intérêt à ce que les marques, voilà, vraiment trouvent leur bonheur, profitent de notre trafic, profitent de notre compétence digitale aussi, parce que c'est aussi un moyen pour elles de progresser sur comment on est visible, sur le digital, comment on est, c'est quoi une bonne fiche produit, c'est quoi des bonnes informations, qu'est-ce qui convertit. On grandit ensemble. Voilà, c'est vraiment notre vision en tout cas. Alors, on l'a évoqué à plusieurs reprises, la logistique, qui est un très 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 gros sujet des marketplaces, pour offrir une expérience utilisateur commune, efficace. Comment on gère cet aspect quand on délègue, comme sur bon nombre de marketplaces, par exemple Cdiscount, comment on gère cet aspect quand on délègue la logistique à plusieurs personnes, parce que finalement, tous les vendeurs de la marketplace ne sont pas toujours distribués par vous. Donc, comment on va gérer comme ça pour que l'expérience soit assez cohérente d'un achat à un autre? Alors pour ce qui est de Cdiscount, donc le vendeur a le choix, bien sûr, il peut expédier par ses propres moyens, parce qu'il peut avoir son réseau de transporteurs. Après, on lui met à disposition plein d'outils en termes de logistique, hein. Il peut passer par Cdiscount Fulfillment, qui est donc le stockage et l'envoi des produits directement à nos clients. L'avantage, c'est que le client est livré gratuitement. Le vendeur est plus visible puisqu'il touche directement les clients fidèles. Nous, on a 2 millions de clients qui font partie de notre programme Cdiscount à volonté sur nos 10 millions de clients, donc c'est une grosse part de notre clientèle. Le client est livré rapidement, le client est livré gratuitement. Et pour le vendeur, en fait, ça, justement, vous en parliez tout à l'heure, ça lui permet de se concentrer sur son core business. Donc, s'il a déjà un site internet à développer, s'il doit aller faire du sourcing de produits, il peut se concentrer que sur ça et non plus sur les expéditions des produits. Donc, ça lui dégage pas mal de temps. Et ensuite, on a aussi une possibilité de mettre à dispo un outil qui s'appelle Cdiscount Transport, Cdiscount Transport, qui est un outil qui lui fait bénéficier de tous nos tarifs transporteurs. Mais il gère toujours sa logistique en propre. Tous ces outils logistiques, comme je disais, c'est hyper important pour un vendeur de savoir livrer à temps et rapidement et gratuitement, pardon, parce que c'est ce que recherche le client sur Internet. On n'a plus forcément le temps d'attendre. Et on sait qu'on peut se faire livrer maintenant en 24 heures sur les sites. Donc, on donne cette opportunité aux vendeurs de pouvoir le faire s'ils n'ont pas les outils ou dans un premier temps, le temps qu'ils se développent. Justement, chez Mano Mano, pas le temps d'attendre. Sur un chantier, quand on est professionnel, on n'a pas le temps d'attendre et on n'a pas toujours tout prévu très à l'avance parce qu'il y a beaucoup de surprises. Comment vous arrivez à gérer justement cette urgence? Bah, justement, c'est tout l'intérêt d'avoir un label pro sur les produits les plus consommés par les pros. Où aujourd'hui, sur les produits de moins de 30 kilos, on a quasiment toutes les références, donc c'est près de 50 000 références qui sont livrables en 24 heures si le client le souhaite, pour répondre à cette demande.
Après pour le pro spécifiquement, nous, comme on construit beaucoup avec nos clients et on fait beaucoup de et c'est aussi notre mission par rapport aux marques et aux marchands, c'est vraiment de connaître le client et de construire une proposition, digitale sur mesure. On se rend compte que finalement pour eux, c'est presque plus important, enfin c'est le plus important, la fiabilité de la livraison, que de recevoir le produit du jour au lendemain. Parce qu'en fait en général, un pro, il a 3 semaines de chantier déjà prévu et le moindre petit accrochage, peut perturber son chantier. Et donc vraiment notre effort va être, très concentré sur cette fiabilité de livraison. Et je rejoins Jamila sur, à quel point c'est cœur de pouvoir proposer, tu demandais comment on peut garantir la qualité de livraison. Bah, premièrement, c'est notre logique de partenariat. On travaille avec les marchands qui livrent eux-mêmes pour les aider à avoir des bons niveaux de qualité. Puis parfois, on doit être exigeant et aussi leur dire: «Non, là, ça va pas», parce qu'on a aussi notre client et il faut préserver cet équilibre dans l'écosystème. Et à ce moment-là, on peut proposer la solution de notre fulfillment si le marchand, voilà, n'a pas la circonstance. L'année dernière, par exemple, beaucoup de marchands avaient des problèmes de main-d'œuvre parce que Covid, des absents. Et ils ont pu basculer sur notre entrepôt pour garantir une livraison de qualité. Et c'est dans l'intérêt du marchand, puisque de toute façon, les délais de livraison, les frais de livraison et la qualité de livraison sont essentiels pour lui pour convertir et pour faire du chiffre, parce qu'à la fin, il est là pour ça, hein, sur la plateforme. Bien sûr. Pour toi, Gaëtan, au début de cette conversation, tu disais qu'il y avait une partie retail où vous achetiez le stock et une partie finalement où ça partait directement de la marque. Comment, justement, alors déjà, j'allais dire pourquoi ce choix, il paraît évident, mais je vais te laisser y répondre. Et surtout, comment toi, tu arrives à créer une expérience globale, sachant que tout à l'heure, tu disais que voilà, les gens revenaient pour l'expérience que tu offrais d'unpacking, etc. Quand ça part directement de la marque, comment tu fais pour gérer ça? Alors, on a des conditions, hein, quand on signe une marque et qu'on la fait rentrer sur la plateforme, elle doit respecter certaines conditions, que ce soit sur le packaging, que ce soit sur les délais de livraison. Et donc, si elle peut pas respecter ça, nous, on peut l'aider aussi à respecter ça. Donc on peut fournir, que ce soit du packaging, que ce soit, on peut fournir aussi on a des contrats avec des entreprises de livraison qui marchent très bien. Donc on peut fournir ce service-là. Donc c'est comme ça qu'on s'assure que les marques respectent en fait les délais de livraison et nos conditions. Voilà, donc et nous quand on a choisi on a choisi du coup d'avoir du stock et après de se développer en marketplace. C'était une nécessité pour l'entreprise, hein. C'était pas c'était un choix qui s'est fait voilà, sur le tard entre guillemets. C'est-à-dire qu'avoir du stock, ça marche, mais si on a on a une force de frappe financière qui est assez forte, quoi. Mais du coup, c'est c'est un colis, une commande qui partirait directement de chez la marque. Comment Ouais. tu t'assures que l'image de Clos soit, alors c'est même pas respectée, mais soit comprise? Comment le client, il achète chez Clos, il reçoit le colis directement de la marque, donc j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de Mhm. référence à ton site. Comment à un moment, il n'y a pas une discontinuité? Alors, donc, nous, on fournit une sorte de petits flyers que les marques doivent mettre dans nos packaging quand elles envoient des produits à nous. Et après, on s'assure en fait, de l'expérience à travers tout le suivi qu'on fait par email pour dire voilà, exactement quand est-ce qu'on a un produit qui arrive. Le client, en fait, il peut voir en fait, sa commande en fonction de vraiment son colis. Donc, s'il a commandé chez 3 types de marques différentes, il va recevoir 3 colis différents. Mais par contre, il va avoir les infos de chaque marque, où en est son colis à chaque étape en fait de la livraison. Donc en soi, on maintient cette unité aussi à travers le contact qu'on a avec lui digitalement, quoi. Alors, je vais poser une question un tout petit peu provoque pour toi, Gaëtan, mais quand on Yes. est une marketplace de produits éco-responsables, etc., et qu'on a une commande qui part avec 3 colis différents, c'est pas très éco-responsable tout ça. Alors, c'est pas très éco-responsable. C'est une grande question, c'est une question qu'on se pose, c'est une question qu'on essaye
qu'on va essayer de solutionner dans les prochaines années, je vais dire, puisque pour l'instant, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Mais si on regarde d'un point de vue global, en fait, qu'est-ce qui se passe quand un client il reçoit une commande, que ce soit de chez nous ou de chez quelqu'un d'autre? Le processus, c'est que la marque, elle produit, donc elle va le produire, on va dire qu'elle va le produire au Portugal. C'est assez simple, c'est en Europe. Donc elle prend son produit, sa matière, elle importe généralement, on va dire de Turquie pour du coton. Ensuite, ça vient au Portugal, le produit est fini et ça part, on va dire, en France, dans ses entrepôts. Ensuite, c'est stocké. Si moi j'achète le produit il va partir des entrepôts de France, il va venir dans mes entrepôts à moi et ensuite il va être livré au client. Quand je fais du marketplace, en fait, le produit ne va pas passer par mes entrepôts, il va aller directement au client. Donc, en soi, on économise, in fine, en fait, un trajet. Donc, en fait, nous, on le voit aussi comme ça, c'est-à-dire que au lieu on regroupe tout à un seul endroit, en fait, c'est direct. Donc, finalement, cette problématique-là, c'est une vraie fausse problématique. La vraie problématique, c'est l'usage, en fait, de l'emballage qui s'il est en plastique, s'il est voilà, pas recyclable ou pas recyclé, voilà, ça pose un vrai problème. Mais sur la problématique de trajet, en fait, c'est pour nous, c'est mieux en fait que ce soit la marque qui livre directement. Mmh. Alors dorénavant, j'ai envie de me mettre un petit peu dans la position d'un patron de marque qui aurait des produits à vendre, qui est pas spécialement très, très connu et qui fait face à une forte concurrence, par exemple sur Cdiscount pour commencer. J'arrive, j'ai quelques produits, je suis face à 100 millions de produits. Comment j'arrive à faire la différence? Comment j'arrive à faire ma première vente et comment je peux finalement exister dans ce monde, qui peut paraître assez opaque pour une jeune marque ou en tout cas une marque peu connue? Même sur toutes les marketplaces, tout d'abord, c'est d'avoir des fiches produits complètes. Donc pour ça, ça va être un titre clair avec le nom de la marque, le descriptif du produit. Des images aussi, on peut mettre plusieurs images sur le produit, en fond blanc, bonne résolution, ou dans son contexte selon le type de produit. Si c'est un produit de maison, c'est pas mal de le voir dans son contexte. Ça va être aussi le prix qu'on propose sur le produit qui doit être un prix cohérent par rapport au marché ou cohérent par rapport à la marque. Tout dépend aussi de la marque qui est mise en valeur. Et ensuite, il va y avoir plusieurs outils à disposition de vendeurs, mais dans un premier temps, c'est d'avoir ce basique, un catalogue complet avec ce qu'on appelle des facettes, c'est-à-dire des filtres de recherche remplis afin que le client, s'il recherche un canapé bleu, il clique sur bleu et il retrouve le canapé du vendeur. Ensuite, ça va être de booster ses produits de manière à ce que le client, pareil, lorsqu'il recherche le filtre livraison gratuite, produit ouvert aux clients CDAV, donc Cdiscount à volonté, il puisse retrouver le produit du vendeur. Donc ça va passer par l'expédition, encore une fois, rapide et gratuite. Parce que ça peut être Quand un tu dis peu booster, différent c'est de la pour, publicité en interne, c'est ça? non, ce qu'on appelle booster, c'est booster via l'expédition. Lorsqu'un OK. vendeur passe par Cdiscount Fulfillment, forcément, il est plus visible puisqu'il aura la livraison gratuite, la livraison rapide et visible pour les clients en avant-première, pour les clients abonnés. Mmh. Et donc la troisième solution, c'est de sponsoriser ces produits, donc de faire de la publicité sur ces produits, tout simplement pour remonter sur le rayon. Sur le rayon, lorsque le client recherche un produit qui n'est pas un produit via moteur de recherche, c'est-à-dire qu'il se donne le choix de chercher lui-même, le produit du vendeur va remonter tout en haut dans les choix de recherche OK. du rayon. Et sur Mano Mais Mano, c'est comment ça important se d'avoir passe? le bon ordre en fait. Si on Ouais. sponsorise des produits qui n'ont pas une fiche produit claire et complète, ça ne marchera pas autant que Bien sûr. de le faire en amont. Et donc, on a des outils, bien sûr, à disposition via notre espace vendeur pour aider les vendeurs. On a un accompagnement dans les premiers pas via un account manager dédié dans nos équipes. Parce qu'on sait qu'une marque qui n'a pas l'habitude de vendre sur Internet ou même qui a l'habitude, nos marketplaces peuvent être un peu différentes, donc avoir des spécificités. Donc, c'est important de les accompagner.
bien sûr. Et du coup, chez Mano Mano, comment ça se passe si j'ai envie de lancer une marque de clous et qu'il y en a déjà plein? Une marque de clous, c'est vraiment spécifique, mais non, bah, je rejoins, enfin, Jamila, dans ce cas-là, il y a 2 blocs, en fait, dans ce qu'on apporte à nos partenaires. Il y a le premier bloc, c'est un savoir-faire digital. Donc quand on est une marque qui est peu connue, déjà, ou même une marque tout court, ce qu'il faut, c'est exister sur le web. Et c'est là que Mano Mano apporte son expertise déjà en termes de mise en avant du produit dans les recherches, par exemple, Google, du produit. Et puis ensuite, une fois sur la plateforme, en travaillant avec le marchand sur la qualité de sa fiche produit, on arrive à mieux nourrir les algorithmes de recherche chez nous, ce qui fait qu'un client qui va chercher, je sais pas, bah, clous en or massif, pourra, facilement trouver son produit, et c'est là qu'en fait un produit va remonter pour ses qualités propres et non pas pour la notoriété de sa marque. Et ça, c'est très important. Remplir une fiche produit, c'est vraiment un art, hein, c'est pas, du merchandising, magasin comme on peut connaître. Un savoir-faire, un accompagnement très, très fort. Et puis après, il va y avoir évidemment tout l'arsenal spécifique, que nous, on a développé. Donc bon, je pense que pour une marque qui est peu connue, le sponsoring sera peut-être un peu tôt, hein, je sais pas si ça aura du sens, Mmh. et en termes de trésorerie, ce sera peut-être pas possible. Mais en tout cas, si cette marque arrive à avoir une qualité, donc par exemple, livré sur notre entrepôt, il va avoir le label, ce qu'on appelle chez nous bingo, ce qui va le valoriser encore dans les rankings. Ou si, il répond aux standards, des pros. Alors la spécificité sur les pros, c'est que bon, il y a beaucoup de recherches par marque, donc ils achètent toujours les mêmes marques. Vraiment une nouvelle marque mettrait un peu plus de temps à percer. Mais grâce au label pro, elle gagnera encore plus les recherches et donc sera encore plus boostée. Donc voilà, c'est vraiment ces 2 dimensions, le savoir-faire pour Mmh. exister sur le web, et puis après, bah, les labels qui sont encore un moyen d'être, mis en avant dans la recherche. C'est vrai qu'à vous écouter, il y a presque un rôle d'accompagnement, de digitalisation finalement de ces marques, de ces vendeurs. Alors évidemment, il y a des grosses marques qui n'ont pas besoin ou qui ont tout compris, qu'on les équipe, mais pour d'autres où ça peut être plus compliqué. Pour toi, Gaëtan, j'imagine que ça doit être un petit peu la même chose. Tu dois faire face à de nombreuses marques qui ont la passion du produit, mais qui sont pas spécialement des pros sur le digital. Tu dois devoir les accompagner et faire en sorte surtout de faire connaître leur marque, parce que toi, contrairement à des marketplaces plus connus, plus volumineuses, tu as des marques qui sont assez peu connues, et donc tu dois faire venir des gens sur ton site et les convaincre d'acheter des marques qu'ils connaissent pas. Ouais, alors l'avantage qu'on a, c'est que, en fait, dans la mode éco-responsable, c'est qu'il y a très peu de marques connues, à part, on va dire Veja, qui a pignon sur rue. Le reste, c'est quand même, voilà, le commun, on va dire, des gens, ne connaissent pas ces marques. Donc, en fait, ils vont pas avoir, comme critère, en fait, la marque. Mais peut-être plus l'image de marque que nous on va refléter de cette marque-là. Donc après nous, la façon dont on fonctionne, on est un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est pas les marques qui créent leurs fiches produits, c'est nous qui créons les fiches produits pour les marques. On a vraiment travaillé le design, on a travaillé l'expérience client sur nos fiches produits pour qu'elles soient le plus optimisées possible, mais aussi qu'elles aient le plus d'informations pertinentes sur comment sont faits les produits. Et donc en fait, les marques, elles nous donnent les informations et nous, on, on crée les fiches produits nous-mêmes. Ce qui permet d'avoir une unité, en fait, et une cohérence sur le site aussi. Bah, ça allait être ma prochaine question, parce que c'est vrai que souvent le reproche que l'on peut faire au marketplace, c'est quand on est une marque, c'est qu'on ne maîtrise pas vraiment son branding. On est souvent écrasé finalement par le branding, par la fiche produit type de la place de marché. Comment on peut, en tant que marque vendeuse, continuer à vraiment exister malgré les contraintes de vos plateformes? Jamela, par exemple. Mais comme je disais plus tôt, en fait, le vendeur peut personnaliser sa boutique directement sur Salesforce. Et puis ça passe aussi par sa fiche produit. Alors certes, il y a des champs à remplir, titre, image, description, mais ce qu'il met à l'intérieur, c'est aussi ce qui reflète sa marque. Donc ça va être le vendeur qui va décider de ce qu'il met sur ses fiches produits. Et puis ça va être la mise en forme aussi de sa fiche boutique sur ses discounts. Et sur Mano Mano, du coup, ça passe par le label, c'est ça, mais finalement, ça devient le label Mano Mano. Donc, comment la marque continue à exister?
Alors déjà, je rebondis sur, le mot que tu as dit. Je sais pas si c'est une contrainte parce qu'en fait, la fiche produit, alors la structure de la fiche produit qu'on propose, là pour, contraindre la marque, elle est là pour maximiser, son taux de conversion. Je pense que c'est notre intérêt, collectif que, voilà, que le client, trouve le produit avec les bonnes infos et l'achète. Et donc nous, on est dans une démarche, par exemple sur ManoMano Pro, on est dans une démarche d'itération permanente où on teste sans arrêt, on A/B teste sans arrêt la fiche produit pour être sûr que, les infos sont au bon endroit, les PDF, enfin les fiches techniques sont au bon endroit aussi et cetera et on s'assure en permanence qu'on améliore notre taux de conversion et ça, je pense que c'est au service des marques. C'est difficile d'avoir des équipes qui savent faire ça dans le marché actuel, hein, pour parler avec beaucoup de clients, je me rends compte. Voilà, donc nous, c'est vraiment ce savoir-faire qu'on leur apporte. Après, le contenu de la fiche, le marchand est maître de son contenu. Heu, mais ce qu'on constate, c'est pas tellement un sentiment de contrainte, c'est plutôt, une co-construction puisqu'en général, nous, on est dans un secteur vraiment très peu digitalisé, donc on a des partenaires qui nous demandent plutôt de l'assistance, que de se plaindre, d'un cadre. D'ailleurs, ce qu'ils gagnent comme expérience chez nous, ils l'utilisent ailleurs, hein, et c'est de Mmh. bonne guerre, sur leur propre site ou avec leurs propres équipes, donc c'est autant de temps gagné. Et après les labels, c'est vraiment, enfin, c'est un petit logo qui est au niveau, du produit, mais qui vient pas du tout se subtiliser à la marque. D'ailleurs sur ManoMano Pro, on va plutôt dans le sens de plus en plus de visibilité de la marque parce que les pros naviguent beaucoup avec la marque, cherchent beaucoup avec la marque. Et donc on va plutôt vers une navigation avec, des clés d'entrée par la marque. Voilà, on sait très bien, hein, que c'est l'intérêt de tout le monde, du client, de la marque et de la marketplace, de respecter cette marque et de la mettre en avant. Moi, pour la petite histoire, c'est que j'ai écrit un bouquin sur les DNVB, qui sont les marques nées digitales et qui ont tendance à verticaliser le commerce et à se passer d'intermédiaires. Et ça a été une mode, entre guillemets, et aujourd'hui, on se rend compte que même les marques digitales ont tendance à retourner sur des marketplaces et à réintégrer des partenaires comme vous pour le volume, pour la notoriété, pour plein de choses, pour ce que vous racontez aussi sur vos différentes plateformes. Mais par contre, elles n'ont pas toutes envisagé avec cette mode du prix juste, etc. Elles n'ont pas toutes envisagé la marge, la marge d'un intermédiaire et encore plus la marge, enfin le budget qu'on pourrait avoir sur vos plateformes, par exemple, pour payer un petit peu de publicité, pour arriver mieux référencé. Euh, alors, question très pragmatique, peut-être un peu difficile à répondre, mais on va essayer. Euh, Qu'est-ce qu'un modèle de marge viable pour pouvoir être sur une marketplace? Est-ce qu'on a une idée, Jem est là? C'est vrai que c'est une question pas facile. Alors en termes de chiffres, je ne saurais pas répondre exactement, hein, mais si on se met à la place d'une marque qui a un tournant, on va dire, par exemple, qui avait un commerce physique, qui a un tournant pour se digitaliser, la question se pose, est-ce que je crée mon site internet, est-ce que je vais sur une marketplace ou est-ce que je fais les deux? L'avantage, le gros avantage des marketplaces, c'est qu'en fait, en termes d'investissement à la base, il n'y en a pas. Vous avez un abonnement, mais il n'y a pas d'engagement. Il y a une commission qui est prise, mais sur les ventes, c'est-à-dire que vous ne vendez pas, vous ne payez que cet abonnement. Donc l'abonnement est à 39,99 € par mois. Et il n'y a pas d'engagement dans le sens où ça ne fonctionne pas. Du jour au lendemain, le vendeur peut arrêter son abonnement. Donc il n'y a pas de risque. Quand on est commerçant et qu'on veut se lancer sur le digital et qu'on veut se lancer tout court, le facteur le plus important, c'est le risque en fait. C'est d'évaluer ce risque. Alors que quand on va créer son site internet, là on va investir donc dans la création du site internet, payer certainement une agence ou quelqu'un qui va le faire, puis surtout référencer sur Google avant même d'avoir commencé ses ventes. Donc il y a de l'investissement dans un premier temps et après il va falloir un retour sur investissement. Donc c'est le gros avantage du marketplace, c'est qu'il n'y a pas tout ça. En parallèle, ça n'empêche pas le vendeur de créer son site, mais le fait de lancer ses produits sur la marketplace, ça lui permet de voir ce qui fonctionne, quel tarif, comment expédier, commencer à s'habituer pour se lancer de son côté également. Mmh. Je sais pas toi ce que tu en penses, Gaëtan, mais c'est vrai que les jeunes marques ont tendance à écraser un petit peu, à écraser un petit peu les marges. Si tu avais une marque qui venait te voir et qui te disait quelle est la marge minimum que je dois faire pour pouvoir
payer une marketplace comme la tienne et continuer à vivre, qu'est-ce que tu lui répondrais? Euh, alors, je vais peut-être pas répondre tout de suite à cette question, mais plus pour donner du contexte, en fait, parce que je connais pas très bien le monde du bricolage et puis les marges aussi qu'il y a chez Cdiscount ou plutôt dans le hi-fi, enfin, on va dire dans tout ce que vous faites, mais sur la mode, en fait, l'ancien business model, c'était, il y avait deux business models, c'était on fait du dépôt, ou alors on achète clairement le stock. On fait du dépôt, donc sur une période en magasin, par exemple, voilà, je suis un revendeur multimarque qui a un magasin. Je veux travailler avec Veja, je leur demande de faire du dépôt pendant 2 mois. Ils me déposent un stock et donc en fait, je vais prendre la marge, ça va être 40%. À peu près, ça se négocie entre 30 et 40%. Une marge quand on achète du stock, c'est-à-dire si j'achète le vrai stock de Veja, je vais faire par exemple fois 2,5. Je donne des chiffres qui sont des moyennes, hein, puisque ça dépend, on peut négocier, etc. Mais voilà, en moyenne, c'est ces marges-là. Donc si j'achète un produit 100 euros, je vais le revendre 250 euros. Donc ce sera le prix qui est en visu chez la marque, ce sera ce prix-là et je l'aurai acheté 100 euros. Voilà. Donc, par contre, si je fais du marketplace, tout de suite, là, on passe sur des marges qui sont entre 5, 10, 15, 20, 30%, ça dépend des marketplaces. Donc, on voit tout de suite que en fait, les marges, elles sont complètement réduites. Et en effet, je suis d'accord avec ce que dit Jamila, c'est-à-dire que en fait, l'investissement, il est quasiment nul. Donc, aujourd'hui, c'est aussi une force pour les marques de se mettre sur des marketplaces qui sont je pense qu'il faut targeter les bonnes marketplaces pour son produit, c'est très important pour pouvoir être en accord avec l'image de marque qu'on veut donner à son produit. Euh, et, donc, et donc, en fait, pour elles, c'est vraiment une force pour pouvoir vendre leurs produits à moindre coût, en fait. Parce que la marge qu'un marketplace va demander, elle est beaucoup plus faible que ce soit du dépôt en magasin, que ce soit de l'achat de stock vraiment ferme. Donc, si une marque venait me voir, je lui raconterais ça. Et donc, je lui dirais maintenant, adapte aussi tes coûts de production en fonction de tes cadeaux de distribution. Ok, alors il nous reste 4 minutes, 4-5 minutes. J'ai envie de finir avec une petite question, alors ni provoque, mais un peu plus prospective. Les marketplaces, c'est vrai je le disais au tout départ, aujourd'hui on a tout à portée de main, livré très facilement, facilement remboursable. Et du coup, on peut se demander si ça incite pas à une sorte de surconsommation du client, alors que à côté de ça, on nous parle de responsabilité, de limiter, de commerce durable, éthique, etc. Est-ce que la marketplace peut vraiment inciter à un commerce durable et éthique, Lorraine? Bah, écoute, je sais pas si ça incite à la surconsommation des produits bâtiments parce que de toute façon, je pense que c'est des gens qui consommeront chaque semaine, et j'espère parce que ça veut dire que le bâtiment va bien et il paraît que quand le bâtiment va, tout va, hein, donc c'est plutôt bon signe. Moi, je rejoins Gaëtan sur, alors je pense qu'en termes de responsabilité, il faut avoir une approche globale. Aujourd'hui, on a un réseau de retailers qui est très segmenté, au niveau des négoces professionnels. Ça veut dire qu'un pro qui doit acheter, 4-5 familles différentes va faire 4-5 trajets. Chez Mano Mano, c'est la possibilité de rester dans son canapé et d'avoir une livraison sans se déplacer pour tous ces produits-là. Donc, je pense à une approche globale. C'est pas si mauvais pour l'environnement voilà, si on a vraiment tout en tête. Et ça permet plutôt de gagner du temps sur des pros qui travaillent, on le sait dans nos études, hein, plus de 60 heures par semaine, qui pourront réinvestir du temps dans leur vie perso, dans leur équilibre. Voilà, dans une écologie un peu plus complète et globale. Et pour vous, Jamila, chez Cdiscount, comment on intègre cette question justement de la responsabilité sur la consommation? Nous, ça va être plus par rapport à l'expédition des produits. On a une machine maintenant qu'on a depuis plusieurs années qui permet d'empacter les produits sans perdre d'espace. Tout ça pour gagner de l'espace dans les camions et pour qu'au lieu qu'il y ait 3 camions qui circulent, il n'y en ait plus qu'un pour pouvoir expédier les clients. Et en termes, donc les vendeurs peuvent bien sûr bénéficier de la livraison via le fulfillment hein, et l'expédition via nos entrepôts. Et pour ce qui est du client, c'est d'avoir un seul endroit où il commande ses produits et recevoir un seul colis pour 10 produits.
là où il pourrait commander sur 10 sites différents ou aller directement en magasin avec sa voiture. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à soutenir ces commerçants physiques, mais c'est vrai que dans des situations comme ce qu'on a connu avec 3 confinements en France, il y a un moment où il n'y a plus le choix. Et il a fallu justement accompagner ces commerçants, et c'est ce qu'on a fait depuis l'an dernier, mettre à disposition un dispositif spécial pour les accompagner, leur montrer comment se digitaliser, bien sûr avec des tarifs réduits, un abonnement gratuit, des commissions réduites également, permettre aux clients de faire du click and collect pour qu'ils connaissent leur magasin. Donc tout ça permet, pour revenir à la question du développement durable, aux clients d'avoir un seul endroit pour faire ses achats. Gaëtan, je te laisse conclure sur cette responsabilité, et comme ça conclura cette plénière du matin. Yes, et nous, je pense que ce qui est important, c'est aussi d'accompagner le client, son consommateur et sa communauté sur comment mieux consommer et donc lui expliquer en fait comment sont faits les produits et surtout lui proposer en fait des alternatives pour la fin de vie de son produit. Ce qui est important chez nous aussi, c'est on les accompagne du début à la fin, c'est-à-dire comment choisir un bon produit, mais aussi qu'est-ce qu'on en fait de ce produit une fois qu'il est usé, qu'il est plus utilisable. Donc en fait, on va aussi nous proposer un vrai service de recyclage de vêtements, voilà, avec une map où est-ce qu'ils peuvent aller poser leurs vêtements. On a un partenariat avec une entreprise qui fait ça. On est en train de développer aussi des partenariats avec des sociétés qui réparent les vêtements. Donc c'est-à-dire on va aller encore plus loin dans la durée de vie du produit. Voilà, c'est un peu accompagner en fait le client sur toutes les différentes étapes de vie de son produit pour pouvoir s'assurer en fait d'une certaine circularité et d'économiser un maximum de déchets. Voilà. Bon ben, merci beaucoup à tous les trois. Moi, j'ai appris plein de trucs, donc j'espère que nos auditeurs aussi. Je vous remercie beaucoup. Encore merci Jamila de Cdiscount, merci Lorraine de Mano Mano Pro, et puis merci Gaëtan de Clos. Merci Sébastien. À très bientôt. Merci À Sébastien. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.